Ce matin nos travaux sur la parentalité dans les Outre-mer, menés en commun par deux délégations, la délégation aux Outre-mer présidée par Stéphane Artano et la délégation aux droits des femmes présidée par Annick Billon, comme je le disais. Outre les présidents des deux délégations sont également rapporteurs sur cette thématique, Elsa Schalk et moi-même, Victoire Jasmin. Si certains constats en commun aux différents territoires d'Outre-mer sont communs aux différents territoires d'Outre-mer, chacun présente évidemment ses spécificités. Nous aurons donc, au cours des prochaines semaines, des tables rondes régionales consacrées à chaque territoire. Nous nous intéressons ce matin à la situation très particulière de Mayotte, qui est à la fois le plus jeune et le plus pauvre des départements français. C'est d'abord le plus jeune des départements, ce qui justifie son importance pour nos travaux. La moitié de la population y a moins de 18 ans. En outre, du fait d'une fécondité élevée, la moitié des familles de Mayotte comptent au moins 3 enfants mineurs. Mayotte est surtout, comme je le disais, le plus pauvre des départements français. Les données de l'INSEE, qui a notamment publié en juillet 2022 un panorama sur la situation des femmes à Mayotte, sont éclairantes. 77% des habitants vivent sous le seuil de pauvreté nationale, soit 5 fois plus qu'en métropole, avec des flux migratoires importants venus à 95% des Comores. La moitié des habitants est de nationalité étrangère et vit dans des conditions très précaires, sans le confort sanitaire de base, voire sans électricité, sans être éligible aux prestations sociales. Enfin, un quart des femmes de 20 à 54 ans sont des mères isolées, dont 90% vivent dans une grande précarité. Un rapport de 6 inspections générales révélé la semaine dernière par Mediapart et dont nous avons demandé communication à la Première ministre, complète ces constats alarmants en évoquant la situation des milliers d'enfants mineurs vivant, pour certains, sans leurs parents, en risque de désocialisation et en situation de précarité sanitaire et alimentaire. Je suis très heureuse d'entendre ce matin une grande diversité d'acteurs impliqués dans le soutien aux familles qui pourront compléter ces constats et nous livrer leur analyse des spécificités de la situation mahoraise et des outils les plus appropriés pour répondre au mieux aux besoins considérables des familles et enfants de Mayotte. Nous entendons par visioconférence pour la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, M. Philippe Ferry, directeur général, M. Rémi Posto, directeur des prestations, et Mme Massoukari Madi, responsable du secteur action sociale. Ensuite, pour l'Union départementale des associations familiales, l'UDAF, de Mayotte, M. Nizari Ali, président, Mme Anrafati Djiyadi, directrice, et Mme Amboulari Abdou, administratif. Pour l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles de Mayotte, Mme Rasfa Youssouf Ali, présidente, et M. Ali Souf, délégué des parents d'élèves. Pour les centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, CEMEA, de Mayotte, Mme Zainaba Ahmed Aroussi, directrice territoriale. Et enfin, pour l'association Espoir et Réussite, M. Tony Mohamed, président, M. Idam Ahmed, directeur général. Je laisse en premier lieu la parole aux représentants de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Donc, M. Philippe Ferry, vous avez la parole et vous serez suivi ensuite par Rémi Posto, comme je l'ai dit au préalable, et de Mme Massoukari Madi. Je vous remercie et je vous laisse la parole. Vous m'entendez? Que je suis entendu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est M. Ferry, pas forcément intervenant pour le moment, mais en fonction des questions, eh bien, ils seront amenés à nous donner des réponses. Je vous remercie. Tout à fait. Merci, Madame la Présidente. Oui, en préambule à mes propos, la question de la parentalité est effectivement traitée par les caisses d'allocation familiale. Elles ne sont pas
seul à les traiter, avec ses partenaires dont bon nombre sont représentés ici. Que ce soit l'État, que ce soit le Conseil général, que ce soit des partenaires associatifs, naturellement, dont le rôle est essentiel, comme l'UDAF, les collectivités locales, tout le monde participe à des actions autour de la parentalité. Les orientations de la branche famille sont claires, elles sont définies à travers des conventions d'objectifs et de gestion. Les moyens également, ils sont donnés à travers l'action sociale des familles. Toutefois, la limite, la portée d'action de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte est normalement limitée à des enfants, des parents qui vivent en situation régulière. Et bien évidemment, c'est un des difficultés, c'est que à partir du moment où on parle, si on parle de la parentalité, et vous avez évoqué tout à l'heure des enfants qui se trouvaient sans parents sur le sol mahorais, évidemment, nous trouvons par l'esprit même de nos dispositifs en difficulté pour traiter, même si à l'image d'autres territoires, nous pouvons parfois conduire des actions d'envergure, lesquelles ne feront pas forcément de distinguo et prendront les enfants dans leur globalité. On n'exigera pas toujours, et la Caisse nationale des allocations familiales n'exige pas toujours, fonction des territoires, puisque je viens pour ma part de Guyane, sur lequel on a des problématiques également fortes d'immigration et de familles en situation irrégulière. À partir du moment où les enfants se trouvent dans un collège, dans un lycée, dans une école, la Caisse nationale des allocations familiales est capable de nous donner une autorisation pour prendre les enfants dans leur globalité. Voilà. Voilà mes propos introductifs. Je vous laisse nous poser des questions auxquelles répondront bien évidemment plus précisément le directeur des prestations familiales et Madame Madi en tant que responsable action sociale. Oui, alors, donc ce que je propose, c'est que les différents intervenants prennent la parole et après nous allons passer à la séquence des questions. Donc je crois que vous aviez également reçu un certain nombre de questions préalables de la part des deux délégations, je crois. Hein. Donc, puisque vous avez fait de façon synthétique, donc on va en faire le tour et ensuite vous allez répondre évidemment aux différentes questions qui vous ont déjà été posées. Mais aussi, ici dans la salle, nous avons des collègues et ma co-rapporteure également qui sera amenée à vous poser des questions précises. Alors, je vais tout de suite passer la parole à M. Nizari Ali pour l'UDAF. Je vous remercie. Et je remercie Madame la Présidente qui arrive. Merci beaucoup. Donc, M. Nizari Ali, vous avez la parole pour l'UDAF. Je ne sais pas si... Oui, alors, Madame Enrafati Djihadi, c'est vous qui êtes là, c'est vous qui représentez l'UDAF. En tout cas, le représentant de l'UDAF prend la parole. D'accord, ok. Ben, je ne sais pas si le président n'est pas là. Bonjour à tous. Donc, je suis Enrafati Djihadi, directrice de l'UDAF. Donc, le président s'en excusé parce qu'il avait un retard. Il va nous rejoindre, en fait, parce qu'il a eu un imprévu. Donc, il va arriver avec un retard. Mais sinon, j'ai notre administratrice qui est là. Pour ce qui est de l'UDAF, en fait, c'est que l'UDAF, comme tous les départements, il y en a autant d'UDAF que des départements. Donc, nous sommes la 101e UDAF, la toute dernière qui a été créée en 2014 et qui est effective depuis 2015. En ce qui concerne la thématique, comme le propos, c'est que l'UDAF, il gère différents services aux familles, notamment le service de médiation familiale avec le soutien des financeurs qui sont la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, le conseil départemental, comme l'a rappelé le directeur, mais aussi le ministère de la Justice via la Cour d'appel de La Réunion. Donc, nous avons un service de médiation familiale. Nous avons un projet de service d'espace de rencontre qui est en cours d'habilitation. Et aussi, nous menons en fait différentes actions à destination des familles. Et avec le soutien de la CSSM, de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, nous assurons la coordination du réseau d'écoute et d'appui et d'accompagnement à la parentalité, le coordinateur REAP.
auquel sa mission, c'est vraiment de coordonner les différents acteurs qui interviennent sur la parentalité sur le territoire, parce que nous avons beaucoup d'acteurs sur le territoire qui interviennent sur l'axe de la parentalité, auquel il y avait besoin de faire la cartographie et savoir qui fait quoi dans le domaine sur la parentalité. Voilà à peu près en fait ce qui en est. Donc nous assurons aussi la coordination du schéma départemental de services aux familles grâce au soutien et la confiance de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte et la préfecture, et aussi des actions liées à la parentalité, notamment sur la parentalité numérique, donc sur l'accès aux droits et la prévention sur les outils, l'usage responsable du numérique. Voilà à peu près en fait les différentes actions que nous menons sur la parentalité en termes introductifs. Donc au LUDAF, nous sommes un réseau de 31 associations. Il y a 31 associations familiales qui interviennent auprès de l'UDAF et aussi qui interviennent dans la parentalité, et aussi une fédération qui est la Fédération Famille Rurale qui fait partie du réseau de l'UDAF. Voilà en termes de propos introductifs, et nous interviendrons bien sûr sur les différentes questions qui vont être posées. Merci à vous. Merci beaucoup, madame, qui représentait donc l'UDAF pour Mayotte. Et j'en profite pour remercier ma collègue vice-présidente qui m'a remplacée, et au pied levé, très rapidement, Victoire Jasmin, et rapporteur sur le texte. Donc, on va poursuivre cette table ronde avec maintenant les représentants de l'UDCSF de Mayotte, toujours, et nous vous écoutons. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Madame Isfali Ravza, la présidente de l'association UDCSFM. Alors, nous, de notre côté, nous sommes une association de familles qui intervient dans tous les domaines de la santé, l'éducation, habitat, environnement, loisirs, et on intervient aussi dans toutes les familles, quelle que soit leur situation. On est là depuis 2015 de la mobilisation et la souhait de nombreux parents à agir pour l'éducation de leurs enfants. UDCSFM se constitue une union parents d'élèves. La volonté est de faire face aux défis des systèmes d'éducation récents et l'insécurité au bord et au sein de l'établissement scolaire. On défend les classes surchargées, les rotations dans les classes, le rythme scolaire, défis des personnels, absence de réfectoires, des collations non adaptées aux besoins nutritionnels. Malgré les avancées de certaines thématiques, les défis restent entiers face à une croissance exponentielle de la population. Excusez-moi, il y en a une mauvaise connexion. Ça a coupé. On n'entend pas, on vous entend plus, madame la présidente. Est-ce que pardon? Non, ça. Bah écoutez, là, ça fait une minute max. Mais peut-être vous avez bougé quelque chose, parce qu'on était très bien connectés jusqu'alors. Donc je ne sais pas pourquoi. Pas du tout. Là, vous m'entendez ou pas? Oui. Vous m'entendez? Oui, ça. Ok. Je disais que voilà, malgré certaines thématiques, les défis restent entiers face à une croissance exponentielle. Alors écoutez, la connexion n'est pas bonne. Excusez-moi, madame la présidente. La connexion n'est pas bonne. Ce que je vous propose, c'est éventuellement de couper l'image. Vous coupez juste l'image et souvent on arrive à avoir une meilleure connexion. Là, on vous voit même très flou, en réalité. Voilà, alors reprenez, éventuellement, on va peut-être... Ok, je vais avec ça. C'est mieux. Je disais que c'est mieux là? Merci. Malgré l'avancée, les défis entières restent. Attendez. Non, la connexion est coupée, très mauvaise. Je ne sais pas si éventuellement peut-être essayer de couper et de reconnecter.
Là, c'est pas bon du tout. Est-ce que pendant que vous faites les manipulations, éventuellement, je vous propose de donner la parole à Madame Zainaba Ahmed Aroussi, directrice territoriale des CMEA de Mayotte. Et puis, on vous reprendra après en espérant avoir retrouvé une meilleure connexion parce qu'on ne comprenait absolument pas, Madame la Présidente, ce que vous disiez. On passe à l'intervenante suivante et à vous, Madame la directrice. Bonjour tout le monde, merci pour cette invitation. Donc, je suis Zainaba Ahmed Aroussi, directrice territoriale des CMEA de Mayotte. Donc, les CMEA sont une association de loi 1901. C'est une association d'éducation populaire. Donc, dans tous les départements français, y compris les Outre-mer, il existe des CMEA. Donc, les CMEA Mayotte sont créés le 8 mars 1992. Nous avons 31 ans aujourd'hui. Parmi les actions que développent les CMEA, c'est les formations telles que les formations volontaires, BAFA, BFD, les formations professionnelles, CQP, BPGEPS et bientôt DEGEPS. Et donc, il y a plusieurs actions aussi que nous menons envers la jeunesse et toute la population de Mayotte, tel que le point accueil écoute jeune, qui se traduit en PAGE. Et donc, nous accompagnons les jeunes ambassadeurs de droits auprès des enfants, les jeunes qui sensibilisent les enfants par rapport à leurs droits. Et nous avons tout ce qui est jeu. Nous faisons des festivals de jeux parce que nous sommes aussi... nous créons des jeux d'ici et d'ailleurs, justement, en direction de la population de Mayotte. Depuis 2008, nous œuvrons sur la question de la parentalité. Donc, la parentalité est une question majeure et d'où la nécessité, justement, des animations en direction des adultes. Tout adulte qui souhaite participer à des animations à la parentalité, nous sommes présents dans tout le territoire français, dans tout le territoire de Mayotte, excusez-moi. Merci. Alors, on va essayer de reprendre, merci Madame la directrice, on va essayer de reprendre l'UDCSF si la connexion est meilleure. Je ne sais pas si vous êtes connecté. On va essayer de voir si on vous entend mieux. Même si ne vous voit pas, on va essayer de mieux vous entendre. À vous, Madame. Excusez-nous, on est revenu, on a changé de place. Très bien. Là, pour l'instant, la connexion est bonne. Je vous laisse développer, Madame. OK. Donc, je disais qu'on intervient dans certains champs élargis qui touchent toute la domaine des familles Mayotte. Mais plus précisément, nous intervenons dans les établissements scolaires. Je suis un petit peu essoufflée parce que je marchais vite. Donc, on intervient malgré les avancées de certaines thématiques et que on se trouve face à une croissance exponentielle et à la population, la rupture du mode de vie, du climat, insécurité quotidienne. C'est dans ce cadre, à partir de ces constats de terrain, la Confédération syndicale des familles impulse les actions dans le cadre de l'éducation, du logement, la consommation, la santé, l'environnement, ainsi de suite. On a des partenaires auxquels nous travaillons ensemble. On a une convention signée par le rectorat de Mayotte. Nos partenaires, c'est la préfecture, la CSM aussi, via l'UDAF qui nous représente. Et que voilà nos démarches. On a des partenaires locaux, les communes. On mène des actions de parentalité de certaines communes auxquelles on travaille ensemble. Merci. Je vous remercie, Madame. Donc, la connexion était nettement meilleure. Et donc, on va laisser la parole à nos derniers intervenants qui sont pour l'association Espoir et Réussite. Monsieur Tony Mohamed, président, et Monsieur Idam Ahmed, directeur général. À vous, messieurs.
Merci beaucoup, Madame la Présidente, Mesdames les Présidentes, Monsieur le Sénateur, Mesdames les reporters, Mesdames, Messieurs. Alors, la notion de parentalité à Mayotte prend un sens différent selon 3 éléments. Le directeur vous présentera l'association tout à l'heure. Donc, je disais que la notion de parentalité à Mayotte prend un sens différent selon 3 éléments. Les limites du relationnel dans la parentalité, le contenu qui donne sens à la parentalité dans les rapports entre les adultes et les enfants, et enfin, les évolutions qui ont eu un impact dans le rapport parental. Hier, l'enfant était élevé dans un espace très large. Il était éduqué par des parents, les voisins, le quartier et le village entier. C'était l'enfant de tous. Concernant les limites relationnelles, il faut rappeler qu'il existe des particularités sur la manière de nommer les membres des familles à Mayotte et qui permettent toutefois de repérer de véritables leviers dans les relations parentales. À titre d'exemple, le concept de cousinage n'existe pas à Mayotte. Un cousin ou une cousine a le même titre et est appelé tel un frère ou une sœur. Ensuite, la tante maternelle et la tante paternelle ont tous deux un titre qui les qualifie. Et c'est le cas pour l'oncle paternel comme pour l'oncle maternel, ainsi que pour leurs époux et leurs épouses respectives. Enfin, il faut retenir le rôle primordial que joue l'oncle maternel dans l'éducation et le développement d'un enfant. Il est parfois un ami, un confident, voire plus, parce qu'il est à la fois le modèle masculin et le plus exemplaire. Et c'est celui qui représente la mère. C'est l'oncle maternel qui parle au nom de l'enfant, à la place de la mère pour les grandes occasions de la vie, circoncision, puberté chez les filles, mariage, médiation avant divorce, etc. Pour ce qui est du contenu dans le sens que l'on donne à la parentalité, rappelez-nous qu'il y a de cela quelques années, lorsque les femmes se mariaient très jeunes, le premier enfant était envoyé chez les grands-parents pour 3 raisons essentielles. D'abord, pour que celui-ci bénéficie du même modèle éducatif que ses parents. Cela permet de rendre responsable très tôt, ensuite pour qu'il donne l'exemple à ses futurs petits frères ou petites sœurs en jouant au modèle éducatif que ses parents, le fameux grand frère. Et enfin, pour finir, pour ce qui est de l'aide à la parentalité qui se fait de manière continue et permanente entre les grands-parents et les parents, ces derniers sont dans une démarche d'apprentissage pour réussir l'éducation de leur prochaine naissance. En outre, il faut retenir que l'évolution démographique que connaît Mayotte durant ces dernières années a un fort impact sur le rapport à la parentalité. D'autres facteurs ont sans doute une incidence sur cette question, mais nous allons parler du facteur démographique et migratoire, puisque l'angle de l'immigration fait souvent l'objet de plusieurs interrogations, que ce soit sur le champ médiatique ou politique. Plus de 34% des migrés à Mayotte est une femme en âge entre 15 et 35 ans. Donc, je répète, plus de 34% des migrés à Mayotte est une femme âgée entre 15 et 34 ans. Il s'agit d'une personne qui entre dans un marché matrimonial et qui est en âge de procréer. Seulement, ces femmes laissent derrière elles, parfois enceintes, et au terme de leur grossesse ou avec un enfant en bas âge, leur famille, qui aurait pu jouer le rôle d'aide à la parentalité et tout simplement participer au développement de l'enfant, car la mère se trouve isolée à Mayotte et dans des conditions plus indignes que l'on pourrait imaginer, était cité. Dans d'autres registres, il faut noter aussi que le Maoré d'aujourd'hui se calque au modèle de vie européen et devient de plus en plus individualiste et perd ses valeurs historiques. L'espace familial a tendance à fortement être réduit. Il est passé d'un village à 2 parents à un village à un seul parent. En résumé, depuis les années 90-2000, Mayotte est frappée par une acculturation importante. Au-delà de cette acculturation, être parent à Mayotte est 10 fois difficile qu'en métropole. Et pour bien mener à ses responsabilités, il est continuellement confronté par des préalables importants non résolus
dans le territoire. D'un côté, des difficultés économiques, sociales, sanitaires, environnementales et institutionnelles de l'autre côté. En effet, handicapé au départ par son niveau de formation, le parent maoré subit des conséquences d'un territoire peu développé dans plusieurs domaines. Et on va faire un petit rappel qui était cité par d'autres institutions ici. Au niveau économique et démographique, un taux de chômage à 30%, dont 70% chez les femmes. Le plus pauvre de France. Une inflation galopante. 70% des demandeurs d'emploi n'ont pas de diplôme. 10 000 naissances par an, soit la plus grande maternité d'Europe. 20 à 30 enfants par jour, le nombre de naissances. Environ plus de 400 habitants. 58% de taux d'illettrisme. 68% de la population à moins de 26 ans, ça a été dit. 58% de la population est étrangère. Au niveau social, non-existence de plusieurs prestations sociales. RSA à 50% de la métropole. Au niveau sanitaire, manque d'hôpitaux, des investissements, le plus grand désert médical d'Europe, offre de soins très insuffisants. Au niveau de l'éducation, manque important d'établissements scolaires et enseignants, des collèges et lycées les plus peuplés d'Europe, environ 2700 élèves pour des collèges, environ 5000 enfants rien que dans la commune de Mamoudzou qui sont en attente d'être scolarisés. Au niveau des infrastructures, manque de routes, non-existence des transports en commun, des voies non éclairées, manque de terrains gymnases, problème d'eau et d'assainissement. On n'arrive même pas à gérer les vitaux. On a un problème d'eau et d'électricité Mayotte. Mayotte est touchée aussi ces 7 dernières années par un problème d'insécurité. Un cadre de vie très compliqué qui ne laisse pas le Maoré à s'épanouir. Malgré ces données et contextes difficiles qui rendent compliquées les fonctions des parents, certains se mobilisent et n'hésitent pas à s'engager dans des voies de formation. C'est le cas d'une centaine de parents qui s'adressent chaque année à notre association Espoir et Réussite que je préside depuis 9 ans pour s'inscrire dans nos écoles des parents. Un dispositif qui leur permet, dans le cadre de la lutte contre l'illettrisme, d'apprendre les savoirs de base, apprendre à lire, apprendre à écrire, apprendre à compter et à échanger avec les autres. Avec des objectifs clairs et identifiés, suivre la scolarité et la réussite éducative de leurs enfants. Ils participent à un parcours d'une durée de 6 mois. Ils participent à un parcours d'une durée de 6 mois sur 2 heures par jour, du lundi au vendredi. Pour conclure, en plus de subir une forte acculturation nourrie par l'immigration et l'influence du modèle européen, qui nous fait perdre nos valeurs historiques basées sur l'entraide familiale, il est plus urgent de donner les moyens à ce département pour se développer rapidement afin de régler des préalables importants. Problèmes d'eau, d'électricité, des routes, d'équipements sanitaires, d'insécurité qui dégradent de jour en jour le moral et l'engagement des parents maorés face à ces responsabilités. Pour finir, nous pensons au sein de notre association Espoir et Réussite que le maillon manquant qui sépare la prévention de la répression et l'accompagnement. Nos politiques publiques ont le devoir de créer et consolider des synergies qui permettent de faire le lien entre les acteurs de la prévention et ceux de la répression. Seulement l'accompagnement, ça doit être une étape inéluctable, accompagnée d'une grille de lecture qui tient compte des potentialités et des faiblesses sur le rapport à la parentalité conçu sur les pays de la région. Je laisse mon directeur compléter mes derniers propos. Merci. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, chers collègues. Bonjour, Monsieur le Sénateur de Mayotte. Je me présente Amélie Dam, directeur de l'association Espoir Réussite. Notre association œuvre depuis 2014 dans le développement social local de la population de Mtsapéré, qui est un village de Mamoudzou. Notre action se base sur 3 leviers. La concertation des politiques publiques, la sensibilisation des habitants
et aussi de créer des méthodes de coopération entre les habitants. Dans ces méthodes de coopération, aujourd'hui, on s'est mis dans une dynamique de création d'équipements de la vie sociale. Pourquoi on s'est mis dans ce genre d'équipement? On veut mettre en place ce genre d'équipement sur le territoire, qui sont des centres sociaux ou des équipements de vie sociale. C'est pour mener vraiment ce qu'on appelle aujourd'hui une reconquête culturelle. On parle souvent de reconquête foncière à Mayotte, on parle de reconquête juridique à Mayotte. Nous, ici à Espoir Réussite, on veut mener une reconquête culturelle. On accompagne nos bénéficiaires à prendre en main leur environnement, à prendre en main des enjeux qui correspondent à leur réalité, qui sont l'environnement, qui sont leur cadre de vie, qui sont aussi la lutte contre l'illettrisme, des choses qui les concernent directement pour pouvoir les amener sur le chemin de l'intégration, de l'inclusion et de l'appropriation culturelle. C'est ça nos missions que nous souhaitons mener ici. Et ces missions qu'on développe sont parties d'un contexte local sur lesquels on pourra développer plus tard sur vos questions. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Sénateur. Merci, chers collègues, de cette écoute attentive. Bien, écoutez, merci à vous, messieurs, pour ces éléments extrêmement précis que vous avez pu nous livrer. Et puisque je suis entourée des rapporteurs, Victoire Jasmin et Elsa Schalck, je vais peut-être donner la parole tout de suite à Elsa Schalck pour vous interroger, vous tous qui participez à cette table ronde de ce matin, en saluant bien entendu les collègues sénateurs qui sont aussi dans la salle, et en particulier le sénateur de Mayotte, le vice-président du Sénat. Merci beaucoup, Madame la Présidente, chère Annick. À mon tour de vous saluer toutes et tous et de vous remercier pour ces propos liminaires introductifs qui nous permet finalement de plonger directement en fait dans la réalité. Et je crois que ça a été très bien présenté à travers les différents chiffres que vous nous avez livrés et fournis. Je crois que c'était aussi important d'avoir cette table ronde et c'était pour nous un élément essentiel dans le cadre des missions que nous menons sur ce sujet de la parentalité en Outre-mer, d'avoir une table ronde spécifique à Mayotte, sur la situation à Mayotte. Et sans trop tarder, je vais vous poser quelques questions pour justement alimenter cette réflexion, notamment sur la question en fait, de la parentalité. Nous avons bien compris à travers vos interventions qu'il y avait eu une évolution et qu'il y a toujours cette évolution avec des problèmes divers et variés. Ont été évoquées la question de l'eau, de l'assainissement, de l'insécurité, la question évidemment migratoire. Mais on sait à quel point le rôle de la famille, le rôle des parents est essentiel et reste et demeure les premiers éducateurs finalement des enfants. Et justement, au regard des différents outils que vous avez mis en place, vous nous avez parlé notamment de la création d'une école des parents. Nous avons pu voir aussi les assises que vous avez menées, je crois, en mai 2022 sur la question de la parentalité au niveau de CEMEA, qui portait ces assises avec des ateliers très divers et variés dans les thématiques. Est-ce que vous pouvez nous dire finalement quels ont été les besoins que vous avez identifiés pour que justement les politiques publiques viennent soutenir, renforcer, mais également encourager justement les parents dans le rôle premier qui est le leur. Et finalement, quel est votre regard sur cette évolution? Est-ce qu'il faut justement aller vers plus de politiques publiques en soutien? Faut-il mettre en place une éducation à la parentalité de manière peut-être plus structurée? À quel moment, sous quelle modalité? Donc ça, c'est ma première question. Et nous avons vu, et ça a été cité notamment à travers un article qui est paru, l'article de Mediapart, et Madame la Présidente le citait dans son introduction, cette délinquance aussi juvénile qui est une réalité, et cette hausse alarmante de cette délinquance. Est-ce que, d'après vous, il y a justement un lien avec l'encadrement actuel, l'aide
l'aide à la parentalité et quelles sont là aussi, peut-être d'après vous, les préconisations, mais également au regard de votre expérience, au regard des témoignages qui vous sont livrés quotidiennement. Qu'est-ce que vous préconisez justement sur cette question? Je vous remercie. Merci Madame la rapporteure. Je vous laisse vous organiser comme vous le souhaitez. Qui souhaite répondre à Madame la rapporteure Elsa Chaik? Peut-être lever la main comme ça. Pas de réponse à la question, aux questions? Si? Bonjour. Ah très bien, allez-y. Vous m'entendez? Ambouari Abdou, donc je suis administratrice à l'UDAF. Bonjour Madame la Présidente, bonjour Mesdames et Messieurs les sénateurs et bonjour les collègues. Je pense qu'en propos sur les besoins, être parent à Mayotte aujourd'hui, c'est savoir jongler sur deux systèmes éducatifs, le système traditionnel et le système métropolitain, occidental, ou basé sur la laïcité, et le système traditionnel qui est énormément basé sur les aspects religieux et les aspects de nos traditions locales. Donc c'est vraiment ce jeu-là que les parents sont aujourd'hui amenés à jouer dessus. Je pense que nos collègues de Espoir et Réussite en ont parlé tout à l'heure de cette évolution-là qui nécessite aujourd'hui que les parents soient à même de jongler avec les aspects de la vie éducative occidentale ou républicaine, j'ai plutôt envie de dire, et de la vie traditionnelle. Et à cela, on a quand même beaucoup de freins. Ils ont été évoqués. Le premier qu'on peut citer aujourd'hui et auquel on est confronté, c'est l'accès au numérique, puisque vous avez vu, on a énormément de mal à être connecté. Moi-même, j'ai été déconnectée à plusieurs reprises, donc du coup, l'accès au numérique est quand même un frein. L'accès à Internet, on a des jeunes ou des parents qui ont le smartphone, mais il n'y a pas l'accès au numérique, il n'y a pas l'éducation au numérique. Beaucoup sont surtout pour les réseaux sociaux, mais pas forcément pour autre chose. Donc il y a aussi toute une éducation à faire, à la fois pour les parents, et je me réjouis de voir que la question de l'école des parents est revenue, parce que ce sont des actions qui ont été un petit peu délaissées et qui méritent, je pense, d'être développées sur le territoire, tellement le besoin est réel. Notamment l'école, en tout cas la pédagogie du numérique et tout ce qui va derrière la prévention, de la prévention au numérique. On a aussi, à mon sens, à développer aussi la maîtrise de la langue, notamment la maîtrise de la langue française pour les adultes et pour les jeunes, mais aussi pour les jeunes, la maîtrise des langues locales, puisque les jeunes ne maîtrisent aujourd'hui ni le français, ni les langues locales. Donc, ils sont eux-mêmes perdus entre ces deux langues et entre ces deux éducations, puisqu'ils prennent à la fois des repères sur les valeurs occidentales, et malheureusement, souvent, ils ne prennent pas les meilleures valeurs occidentales, puisque l'Occident a très bonne valeur, et souvent, ils se disent que ce qu'ils voient à la télé, mais c'est l'Occident, c'est l'éducation qu'ils devraient avoir, etc. Et donc, les parents sont confrontés à cette difficulté de leur expliquer que les valeurs locales sont aussi importantes ou meilleures que ce qu'ils prennent de l'Occident ou que ce qu'ils prennent de la télé. Donc, il y a toutes ces questions-là à développer, je pense, autour de la langue, de la maîtrise de la langue et de la valorisation des langues locales.
les freins sont liés également à la non-accès, je dirais, aux établissements culturels du style bibliothèque, le cinéma, les loisirs, etc. Nous avons insuffisamment d'établissements et surtout, on a aussi une difficulté d'accès. Les collègues ont parlé de la sécurité, vous le savez, et aussi de la mobilité. Donc, je pense qu'il y a à développer ce genre d'établissement pour que la parentalité, la coéducation puisse se développer autour d'outils de proximité et d'outils culturels existants. Donc, je vois qu'il y a une collègue qui souhaite réagir. Je m'arrêterai là pour l'instant. Oui, je souhaitais, excusez-moi, je souhaitais réagir justement par rapport à cette question. C'est juste pour compléter les propos qui viennent d'être exprimés. Donc, l'alphabétisation participe de manière indéniable à l'autonomisation et au développement socio-culturel et économique de l'homme. Donc, tous ceux qui ont la maîtrise de l'écriture, de lecture ont amélioré de manière considérable leurs conditions de vie et de travail. Et justement, c'est la question aussi qui doit être accentuée sur l'éducation à la parentalité, l'accompagnement des familles, sur la co-éducation, la co-construction pour toutes ces familles à Mayotte. Voilà. Merci beaucoup, mesdames. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaitait apporter des réponses à madame la rapporteure? Ou sinon, on va passer à d'autres questions directement. Oui, à vous, madame. L'UDAF, je crois, souhaitait s'exprimer, mais on ne vous entend pas pour l'instant. C'était juste pour pouvoir compléter par rapport à l'axe de la parentalité sur la question là, en complément de ce qu'ont rapporté les collègues. Donc, et ce que disait aussi le président Tony tout à l'heure, sur la responsabilité. En fait, il faut vraiment accompagner les parents et aussi à les responsabiliser. C'est très important parce que beaucoup se disent aujourd'hui, quand on a connu, et ceux qui interviennent auprès de la protection de l'enfance, les enfants du juge, les enfants du juge, ça a permis à certains parents de se mettre en difficulté parce que quand on a fait venir le droit dans la sphère privée, qui est la famille, beaucoup de parents se sont perdus dans la notion de l'autorité parentale et ça a fait beaucoup plus de dégâts. Il y a un réel besoin aujourd'hui pour qu'on puisse parler, en fait, comme le disaient les collègues, sur la coparentalité, toute structure qui accompagnerait un enfant ou qui accompagnerait les parents, de savoir qu'il y a de la coparentalité. Il faut qu'on fasse avec les parents. Donc, la co-responsabilisation, donc c'est très important. Donc, l'éducation, comme ça a été rappelé, on est sur 2 systèmes sur le territoire, c'est très important. Il y a beaucoup de familles, et nous, on le voit dans le cadre de nos services, quand les parents viennent à médiation familiale, où ils suivent nos actions d'accompagnement à la parentalité, qui se disent qu'ils sont perdus. Ils ne savent plus comment faire. Et on est beaucoup de structures qui disent, oui, les parents sont démissionnaires sur le territoire face à l'éducation. Certains parents, on rencontre des parents qui sont démissionnaires, mais on a beaucoup plus des parents qui sont démunis, qui ne savent plus comment faire parce que est-ce qu'ils sont responsables? Qui fait? Alors que nous, ce qu'on essaie de leur rappeler et ce qu'on doit tous faire aujourd'hui, c'est que l'enfant, ce n'est pas un jeu, l'enfant n'appartient pas à un juge, mais l'enfant, en fait, le parent, on est là pour pouvoir les accompagner à ce qu'ils puissent être des bons éducateurs, en fait, des responsables demain, et donc qu'on puisse les accompagner aussi, nos enfants, à fréquenter ces établissements ou ces structures qui mettent en place des actions éducatives ou aussi par l'accès à la culture. Donc, il y a un réel besoin qu'on soutienne les parents là-dessus et leur expliquer qu'ils ont l'autorité parentale sur leurs enfants tant qu'elle ne l'a pas été retirée. Donc, c'est très, très important. Moi, c'est là-dessus que je voudrais soutenir et aussi renforcer qu'il y a besoin de responsabiliser les parents face à cette éducation-là parce qu'il y en a beaucoup quand même qui se retrouvent démunis aujourd'hui face à l'évolution. Merci. Merci beaucoup pour ces réponses. Vous avez parlé tout à l'heure de l'accès à la culture.
Je voudrais compléter, avant de passer la parole à notre collègue Victoire Jasmin, rapporteur, l'accès aux services publics. Vous avez parlé de l'accès à la culture, mais globalement, c'est un déficit d'accès aux services publics. Donc, est-ce que vous avez des chiffres d'estimation pour les prestations sociales, par exemple, qui ne seraient pas demandées et auxquelles les personnes devraient avoir droit? Est-ce que vous estimez que ces prestations sociales doivent être calculées en fait alignées sur les prestations de l'Hexagone, ou estimez-vous qu'on doit avoir un système de différenciation pour les adapter? Je vous laisse répondre à cela et ensuite je passerai la parole à notre collègue et rapporteur Victoire Jasmin et les collègues bien entendu présents en salle avec nous. Je prends la parole côté CSSM pour un petit peu reprendre vos différentes questions. Très bien. Alors, je vais commencer par, en fait, pour revenir un tout petit peu sur les questions qui étaient posées avant, parce que ça me semble important d'éclaircir. Sur les modalités de la parentalité, donc en métropole et dans les autres DOM, vous avez plusieurs dispositifs administratifs de soutien à la parentalité et de mode de garde. Il faut savoir qu'à Mayotte, tous ces dispositifs ne se sont pas déployés, des difficultés notamment à tous les âges. En termes de taux de couverture pour les crèches, on est sur un taux très faible, on est aux alentours de 4% de taux de couverture, quand on est aux alentours de plus de 50% en métropole. Le CMG emploi direct n'est toujours pas déployé à Mayotte, alors que on sait très bien que les assistants maternels, c'est un vecteur, le mode de garde individuel est un vecteur important pour permettre de sociabiliser aussi les enfants. On a ensuite une vraie difficulté par rapport au périscolaire. Aujourd'hui, la prestation de service périscolaire n'est pas déployée à Mayotte, ce qui empêche, en fait, si vous voulez, sur tous les temps, on va dire annexes, d'organiser un petit peu tout ce qui est accueil ALSH sur Mayotte. Il faut savoir aussi que l'école est pratiquement toujours en rotation. Donc, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de temps, en fait, où l'enfant est livré un petit peu à lui-même. En matière de soutien à la parentalité, c'est pareil, on a beaucoup de prestations qui ne sont pas déployées, donc tout ce qui est lieu d'accueil enfants-parents, on en a un ou deux, mais on est en structuration par rapport à ce sujet-là. Donc ça, c'est un des premiers éléments, c'est que les mêmes dispositifs que l'on peut avoir en métropole ne sont pas tous appliqués à Mayotte, et ce qui peut poser des difficultés. On parlait tout à l'heure, j'entendais parler des centres sociaux, des espaces de vie sociale. C'est pareil, il faut qu'on arrive à structurer toute cette filière-là. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, comme l'a bien évoqué tout à l'heure M. Ferry, c'est qui est-ce qu'on peut accompagner dans nos dispositifs. Les prestations familiales sont définies par des règles d'attribution qui sont plus sévères qu'en métropole. Je vais prendre par exemple le RSA, où on a besoin de 15 ans consécutifs de résidence à Mayotte pour l'obtenir. Voilà, donc on a des règles spécifiques à Mayotte, ce qui explique qu'il y a une partie de la population qui ne bénéficie pas aujourd'hui de prestations familiales. Sur votre troisième question, sur on va dire la concordance entre les droits métropolitains et les droits mahorais, sans rentrer dans des éléments politiques, c'est pas du tout mon rôle, on est aujourd'hui à peu près à 50% sur le RSA et la prime d'activité. Donc le RSA, pour vous donner une idée, pour une personne sans enfant isolée, c'est 293 € par mois. À Mayotte, on est en Outre-mer. Donc, en Outre-mer, on a des coûts de la vie qui sont plus élevés qu'en métropole. Voilà, donc je vous laisserai faire le rapprochement, mais en tout cas, on est sur des montants qui sont bien moindres que ce qu'il y a et qui, à mon avis, posent des difficultés quand même sur la possibilité en fait de vivre par rapport à ça, ce qui n'est pas forcément attractif pour obtenir ces prestations-là. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ces différents éléments, sur les dispositifs en tout cas, en place. Merci beaucoup. Vous souhaitiez compléter, monsieur ? Non, enfin, je souhaitais pas compléter, mais je souhaitais dire quand même que on a sur ces questions, sur la question de la prise en charge des enfants par les parents. Je reviens sur ce qui a été dit tout à l'heure et votre souci par rapport à l'article de Mediapart. On est assez aujourd'hui au niveau institution de sécurité sociale, là, je parle bien en termes de caisse de sécurité sociale, on est assez inopérant face à des enfants qui sont isolés, qui ne restent pas forcément dans le système scolaire et surtout qui n'ont pas forcément d'avenir sur le territoire.
on a des enfants qui ne trouveront pas, même s'ils restaient dans un système scolaire, à un moment donné, de possibilités de quitter le territoire pour avoir un avenir. Et ça emporte cette question d'absence d'avenir, parce que j'ai envie de dire, et sans reprendre le propos de mon directeur qui disait on n'est pas là, on n'a pas un discours politique, mais de deux choses l'une, où ces enfants n'ont pas à être sur le territoire ou ne doivent pas être sur le territoire, ou alors juridiquement ils restent sur le territoire, ils sont sans parents, et auquel cas il faut qu'on leur donne un avenir. Faute d'avenir, on bascule très rapidement dans la délinquance. J'en ai fini, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à notre collègue Victoire et rapporteur Victoire Jasmin, et ensuite le sénateur de Mayotte, bien entendu, qui a demandé la parole également. Oui, merci Madame la Présidente. Je vais revenir sur les cris alarmants de la députée de Mayotte lors du dernier congrès des maires. Et là, elle était sur une des tables rondes concernant la sécurité, et elle a lancé vraiment un cri d'alarme concernant les difficultés que rencontrait Mayotte, particulièrement concernant des enfants qui étaient en errance et qui étaient de plus en plus violents. Et elle avait parlé également des attaques de bus de transport scolaire à cette époque-là. Et là, récemment, j'ai constaté que la situation était encore très réelle, il y a quelques jours encore. Donc, je voudrais savoir, est-ce que cette hausse alarmante de la délinquance juvénile a un lien avec les failles de l'aide ou de l'encadrement actuel à la parentalité? Et est-ce que vous avez des préconisations à faire? Je voudrais également revenir sur la structure familiale également, voir est-ce qu'il y a également des liens avec la répartition des rôles des parents, parce qu'il y a des enfants qui sont en errance, qui n'ont pas forcément de parents sur place à Mayotte, mais il y a des parents qui sont quand même existants. Alors, est-ce que vous constatez qu'il y a un lien avec la façon de procéder des pères et des mères à Mayotte? Quelle est l'importance des familles monoparentales également, et comment l'expliquez-vous? Voilà, je m'arrête à ce stade. Je vous remercie. Merci. Je vais peut-être en même temps laisser la parole à Mohamed Tani. Mohamed Souali. Oui, merci, merci Madame la Présidente. Je salue ou resalue nos invités de la table ronde. Je n'ai pas forcément de questions parce que la situation, je la connais et je souhaite vous laisser la primeur de ces questions. Mais je voulais insister auprès de nos invités sur l'importance de ce moment. Nous avons deux délégations du Sénat qui se réunissent, la délégation aux droits des femmes et la délégation aux Outre-mer. Je pense que vous connaissez la qualité des rapports du Sénat. Et là, la parole vous est donnée, vous, femmes et hommes du terrain, pour faire remonter les choses. Les représentants de Mayotte le font bien évidemment, mais c'est l'occasion d'insister sur les particularités de notre île, et notamment cette difficulté de basculer d'une société, d'une parentalité traditionnelle qui fonctionnait parfaitement à une société du XXIe siècle où on cherche à faire fonctionner dans un département, le plus jeune département de France, les systèmes de solidarité institutionnelle et d'autres systèmes qui, par rapport à la société traditionnelle, sont importés. Et tout ça avec le poids de l'immigration, avec le poids de la démographie. Donc, le moment est trop restreint pour faire le tour de la question, mais vraiment, je souhaite insister sur le fait qu'il est important, plus tard, de répondre à tout le questionnaire en donnant le plus de précision possible, parce que vos propos vont être considérablement pris en compte pour que le rapport qui sortira soit traduit en préconisations
Et la situation de Mayotte n'est pas celle de Guyane, n'est pas celle de la Réunion, n'est pas celle des autres territoires d'outre-mer. Donc voilà vraiment le propos que je voulais ici tenir. Et j'aimerais quand même alors, poser une question que peut-être mes collègues ne vont pas oser poser. C'est que souvent, lorsqu'on parle de prestations sociales, à Mayotte, des voix s'élèvent pour dire « Ah non, il ne faudrait pas aligner parce qu'on ferait un appel d'air par rapport à l'immigration, parce qu'on déséquilibrerait, on déséquilibrerait la situation de Mayotte. » Qu'est-ce que vous, femmes et hommes du terrain, pensez de cette réflexion ? Merci, monsieur le sénateur. Donc, je vous laisse répondre à la question de la rapporteure Victoire Jasmin et cette question aussi de notre collègue de Mayotte qui est évidemment quelque chose qu'on entend régulièrement. Merci à vous. La question vous a laissé sans voix, mesdames et messieurs. Oui. Alors, l'UDAF, et ensuite à vous, monsieur. Président d'Espoir et Réussite qui interviendra ensuite. À vous, l'UDAF. Oui, je vous remercie. Sur la question de l'insécurité de l'attaque, et des attaques des bus, c'est une question très prégnante. C'est même un fléau ici. Il n'y a pas une journée sans ces attaques. Hier même, il y a eu des attaques. Un professeur a reçu un jet de pierre au lycée de Djoumonier. Il y a eu des attaques autour de Kahani et il y a eu des attaques à Tsunzu. Ce sont 3 lieux différents, c'est au nord, au centre et à Mamoudzou, dans la capitale. Donc pour vous dire qu'il n'y a pas une journée sans attaque de bus, sans attaque au jet de pierre. Et cette question de l'insécurité est aussi liée aussi à la mobilité, puisque il se trouve qu'on n'a qu'une seule route ou qu'un seul réseau, et donc il n'y a quasiment pas d'échappatoire. Les personnes savent par où les gens vont passer et quelle que soit l'heure. Il y a plus de, ce n'est plus que ce soit le matin ou l'après-midi, que ce soit les bus ou les personnes physiques, puisque avant-hier c'était directement les habitants, enfin les voitures qui étaient prises, pas forcément les bus. Donc c'est vraiment une question qui est cruciale et qui impacte tout le monde, puisque même si ça se déroule à Mamoudzou, ce sont des faits qui sont faits sur les personnes qui vont aller travailler sur Mamoudzou. Et donc, du coup, qu'ils habitent au sud ou au nord, les personnes sont impactées par ce fléau. Merci. Sur la question de l'alignement des prestations sociales, oui, monsieur le sénateur Tani, effectivement, nous devons aligner les prestations sociales. Nous sommes, je pense, en accord avec vous. Les acteurs du territoire en font la demande régulièrement. Nous sommes confrontés justement à cette méconnaissance au niveau national, ou je ne sais pas si, je pense plutôt, monsieur le directeur de la CSSM m'en a parlé, c'est plutôt une question politique qui n'est pas de notre ressort, mais il faut un alignement. Parce que bien souvent, vous prenez le prisme de ce qui se passe sur Mamoudzou, de ce qui se passe dans les villes telles que Koungou, les grandes villes, et on oublie un petit peu ce qui se passe dans les territoires reculés, dans les territoires ruraux. Et souvent, les Mahorais, quand vous avez parlé de l'article de Mediapart, cet article concerne essentiellement les zones urbaines de Mamoudzou, de Koungou, voire de Kahani, où il y a une forte population immigrée, mais ne concerne pas forcément les zones plus reculées où on a
on a moins ces effets-là. Donc, du coup, je pense que dans les politiques publiques, il ne faut pas oublier les zones reculées, les autres territoires de Mayotte. Ne pas se focaliser sur ces questions-là qui, je pense, justement, à un moment donné, exaspèrent la population puisqu'elle a l'impression que les politiques publiques ne travaillent que pour la question, qu'autour de la question de l'immigration et des immigrés. Très bien. Madame de l'UDAF, je crois que vous souhaitiez compléter peut-être? Oui. Oula, j'ai perdu. C'est bon, on vous entend. Oui, d'accord, ok. Donc, en fait, en complément de ce que disait ma collègue, effectivement, sur la problématique de la concentration et la mobilisation géographique, nous, ce que nous disent les familles aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas de jour sans attaque, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de l'immigration, et les attaques, en fait, vraiment la délinquance juvénile, ce n'est pas ce que nous subissons tous, en fait, en tant qu'acteurs économiques, en tant que famille, mais ça déstabilise tout, vraiment tout. On a du mal à recruter aujourd'hui sur les territoires au niveau de la problématique en fait, de l'attractivité parce que les médias montrent quelle insécurité à Paris. On ne montre que ça. Et donc, du coup, pour pouvoir recruter quelqu'un, on peut avoir une année ou voire même en fait plusieurs entretiens qu'on fait pour avoir un professionnel compétent parce que quand on a des professionnels qui viennent de l'Hexagone ou qui viennent de l'extérieur, ou même des Mahorais qui résident à l'extérieur, qui se disent que pour pouvoir rentrer quand ils ont des familles, comment faire face à l'insécurité. On se lève le matin, nous, parce que toute l'activité elle est concentrée sur Mamoudzou, on se lève le matin à 4h30, je vous dis, Madame la Présidente, mes chers sénateurs, à 4h30 quand on vient du centre pour aller travailler à Mamoudzou, alors que nous sommes des parents. Est-ce que nous méritons cela? Et comment est-ce qu'on peut nous dire, nous, en tant que parents, de concilier avec notre vie familiale et notre vie professionnelle? Nous sommes les premiers éducateurs. Nous sommes responsables de l'éducation de nos enfants. On se lève à 4h30 de matin chez nous pour aller travailler pendant que nos enfants dorment. On passe 2 heures de trajet pour 30 km. Ce que font Paris pour aller à Metz, en moins, on le fait à 1h20. Nous, on doit passer ce temps-là. Et à chaque passage, on se dit, est-ce qu'on va gagner la vie ou pas? Sur chaque carrefour, qu'est-ce qui va nous arriver? Parce qu'il peut y avoir des barrages, il peut y avoir des caillassages. Et quand on arrive, on détruit nos biens gratuitement. Et ce qui se passe, c'est vraiment de la délinquance gratuite auquel on veut déstabiliser le territoire. Et lorsqu'on se retrouve parents, une fois arrivé, a franchi le pas d'arriver au travail, il faut qu'on se soucie de ce qui se passe dans les établissements scolaires. Nos enfants vont être caillassés, on s'instruit dans les établissements scolaires, les lieux voilà, de la République, où on peut assassiner nos enfants. Est-ce que les parents mahorais doivent vivre ça jusqu'à quand? Et ça, c'est la réalité. On ne peut plus se dire qu'on se dise « je suis enfant » ou « je suis jeune ». Il faut vraiment dire les choses. Un enfant ne tue pas. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment de la radicalisation, des actes radicaux qui se passent sur notre territoire aujourd'hui. On va continuer à vivre comme ça jusqu'à quand? Et quand on a des pouvoirs publics, en fait, quand on a la sécurité, on est quand même la 5e puissance, quand on arrive face à des barrages, les militaires qui sont là ne font rien parce que je me cagoule, j'arrive, je déstabilise toute la route. Et là, qu'est-ce qu'on en fait? On repousse les jeunes. Les jeunes sont repoussés. Et on ne sait jamais qu'est-ce qui a été pris, les jeunes qui ont été pris. On vient, on attaque nos structures, ils sont vandalisés, ils sont cambriolés, on nous prend tout. Moi, je peux vous dire, au niveau de l'UDAF, en une année, on nous a cambriolé nos 3 structures, on a vandalisé nos véhicules, on nous a pris 17 ordinateurs, on a pris, mais vraiment tout. Et ça fait partie d'une de nos réalités que nous vivons. Et derrière tout cela, ce sont des jeunes. Quand on a eu des photos, des images qu'on a données à la police, ce sont des jeunes qui se cagoulent. Et on ne trouvera jamais les responsables. Nous, ça fait déjà une année, depuis 2022, on a commencé avec un cambriolage. On vient d'en finir là, 3 cambriolages qu'on a eus, auxquels on enlève tout. Mais vraiment, derrière, il y a toute une organisation. On n'a jamais eu quelqu'un, on ne sait pas qui. Et pourtant, on a vu des images. Et ça, c'est très douloureux. On va continuer à vivre comme ça jusqu'à quand? Et c'est ça, en fait, qui nous fait défaut. Il est vrai qu'il y a un réel besoin qu'on puisse décentraliser l'activité économique à Mamoudzou pour pouvoir se rapprocher de nos lieux de résidence,
pour qu'on puisse assurer une certaine continuité et que lorsqu'il y a des actes de vandalisme, pareil, qu'on puisse permettre à accompagner les familles, assurer une continuité d'activité. Ce n'est pas possible ce que nous subissons aujourd'hui. Et en complément par rapport à ce qu'on disait sur les alignements, effectivement, des prestations, nous sommes convaincus. Comme l'a rappelé, les zones ruraux, on a tendance, en fait, aujourd'hui, souvent, en fait, à montrer comme si la politique publique, elle se concentre que là-dessus. Non. Aujourd'hui, les Mahorais, comme vous l'avez rappelé tout à l'heure, nous sommes le territoire le plus pauvre de France. Nous avons le même besoin que nous vivons aujourd'hui au 16 mars 2023. Les Mahorais ont les mêmes besoins que ce qui se passe à Paris. Malheureusement, nous avons un retard de plus de 50 ans. Les conditions d'éligibilité, c'est ce qui nous fait défaut. Nous avons des familles, ou même aussi bien qui se retrouvent face au RSA ou aux différentes prestations auxquelles la loi, en fait, la réglementation, tant qu'elle ne sera pas changée. Nous sommes à Mayotte aujourd'hui en 2023. Le Code de la sécurité sociale ne s'applique pas encore à Mayotte. Comment faire? On ne peut pas, nous, quand on accompagne des familles, se retrouver à un moment donné, la réalité ne nous permet pas de pouvoir vous accompagner. Nous avons des personnes qui sont d'origine étrangère, qui vivent à Mayotte parce que la culture administrative n'existait pas. On a des familles que nous accompagnons, qui habitent à Mayotte, qui sont d'origine étrangère, qui habitent à Mayotte depuis plus de 30 ans. Ils n'ont jamais eu le besoin de régulariser leur situation administrative. Ils se retrouvent aujourd'hui qu'ils doivent régulariser cela. Malheureusement, ils n'ont pas droit aux prestations parce qu'il faut vivre à Mayotte, justifié de 15 ans de titre de séjour, alors que malheureusement, on a toutes les informations, ils ont des enfants qui les ont eus à Mayotte, donc on ne peut pas les accompagner. Ça fait partie de la réalité. Donc, on a besoin de pouvoir adapter vraiment par rapport aux spécificités, parce que nous sommes convaincus. Le fait de dire que lorsqu'on va mettre en place en fait l'alignement sur les droits sociaux, ça va faire un appel d'air, ça c'est faux. Nous savons tous qu'il y a des conditions d'éligibilité. Une famille qui a un enfant en situation de handicap ou une famille qui vit en très grande précarité a besoin d'être soutenue, il aura l'aide qu'il faut, ce ne sera pas la même qu'une personne qui travaille, mais qui a le RSA et qui a des enfants avec cet enfant dont certaines sont en bas âge et il n'aura pas les mêmes droits. Donc, il ne faut pas qu'on nous dise que des Mahorais ou la population mahoraise qui habite à Mayotte n'a pas besoin parce qu'il y a un appel d'air. Nous sommes convaincus qu'il y a des conditions d'éligibilité et lorsqu'on va appliquer juste la loi et qu'on améliore cela, ça va aider beaucoup de familles. Nous avons des familles mahoraises aujourd'hui qui vivent dans le droit local et face à l'accès au RSA, on ne leur fait pas en fait du droit commun, alors qu'ils ont des conjoints qui sont de retraités parce qu'ils sont mariés en droit local. On leur dit que vous n'avez pas droit au RSA. Parce que quand une famille mahoraise, par rapport au système que nous avons culturel et bien sûr du droit commun, ces familles-là sont mariées en droit local. Mais il n'y a aucun acte de mariage. Et ils sont bloqués parce que leurs conjoints vivent avec leur retraite de misère, comme vous le savez ce qui se passe. Et ces conjoints-là auxquels on tient compte des ressources, ces ressources ne sont pas utilisées sur le foyer. Le père retraité, ils vivent avec les ressources qui sont utilisées ailleurs et ils ne contribuent pas aux charges de la famille. Et donc, c'est une grande difficulté vraiment qui met à mal le cadre de vie et le bien-être aussi des familles mahoraises. Donc, un réel besoin, aujourd'hui, un réel besoin qu'on puisse aligner les droits sociaux parce que nous avons un réel besoin. Merci. Ben écoutez, merci pour la clarté de la réponse que vous avez apportée au sénateur local qui est avec nous ici au Sénat à Paris, puisque votre réponse était claire et précise sur appel d'air ou pas appel d'air. C'est donc qu'il n'y aurait pas d'appel d'air si les conditions d'accessibilité aux prestations sociales évoluaient. Donc merci à vous pour ces différentes réponses. Moi, je vais peut-être compléter cette matinée avec une question peut-être d'abord un peu plus générale sur comment l'organisation entre les associations et les services de l'État est-elle une organisation fluide et est-ce que les associations bénéficient de moyens suffisants à la fois financiers et en ressources humaines? Vous y avez déjà en partie répondu lorsqu'on a des difficultés de recrutement et des difficultés de délinquance et de sécurité tout à l'heure, mais est-ce que
vous travaillez véritablement en coordination, associations, services de l'État, et les moyens alloués aux associations sont-ils finalement pérennes, suffisamment pérennes pour faire face aux missions qui sont les vôtres? Une deuxième question, pour terminer peut-être, sauf si quelqu'un souhaitait compléter, sur peut-être la caisse de sécurité sociale qui pourrait répondre sur ces prestations, sur leur alignement par rapport à l'Hexagone, sur des prestations aussi peut-être qui devraient être différenciées, parce qu'il y a la possibilité d'alignement, mais il y a aussi la différenciation qui pourrait être possible, puisque vous l'avez spécifié, vivre dans un territoire ultramarin et vivre à Mayotte, évidemment, le coût de la vie, les conditions pour venir aussi rejoindre l'Hexagone, pour bénéficier d'autres services publics, ça a un coût. Donc, comment imaginez-vous, du point de vue de la Caisse, ces réponses? Je vous remercie. Oui. Bonjour. Vous y allez en premier ou on y va? Alors, comme vous voulez. Alors, sécurité sociale d'abord, et puis après, je crois qu'il y avait l'association qui souhaitait intervenir. À vous, monsieur. Je vais prendre la parole sur la partie prestations pour les associations et notamment l'action sociale, et puis Perry, le directeur, complétera sur la partie alignement des prestations sociales. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête pour les associations, les partenaires, c'est qu'on n'a pas les prestations de services nationales qui sont déployées à Mayotte. Et donc, qui dit pas de déploiement des prestations de services nationales empêche en fait un petit peu cette structuration et cette pérennisation dans le temps des fonds. C'est-à-dire qu'en métropole, voilà, vous avez un Perisco qui fonctionne et tous les ans, il fait ses déclarations et ça fonctionne ainsi. Ici, à Mayotte, c'est toujours sur une logique d'appel à projet. Donc, c'est vraiment un besoin fort de déployer les prestations de services à Mayotte pour pouvoir pérenniser les financements aux partenaires. Alors, pour compléter votre propos, nos moyens, je parle là pour la sécurité sociale, nos moyens sont calculés sur la base d'une population qui réside régulièrement sur le territoire. À travers tous les échanges que nous avons eus, et ça vaut en tous les cas pour les territoires d'outre-mer soumis à forte immigration, nous sommes handicapés par cette règle. Nous sommes handicapés d'une part par cette règle et d'autre part par une idée qui, à mon avis, est fausse, mais qui a été rappelée par les intervenants. Nous sommes en tous les cas avec la Guyane et Mayotte et la Guyane, nous sommes sur des territoires qui sont en développement. Ce sont des territoires en rattrapage. Et là où la métropole, dans les années 50, avait des modes d'intervention ou laissait à la sécurité sociale des modes d'intervention originaux, on applique à nos territoires des modes d'intervention à l'aune de ceux de métropole. C'est-à-dire que quel que soit le domaine, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'action sociale, dans le domaine des moyens accordés à la sécurité sociale, nous avons besoin de moyens extraordinaires, car tout ne fonctionne pas comme en métropole. On a des conventions d'objectifs et de gestion qui sont votées par le Parlement, mais tout ne fonctionne pas comme en métropole, et de fait, appliquer des règles de moyens à Mayotte comme ceux que l'on appliquerait dans l'Hexagone, sous réserve qu'effectivement nous ayons Internet, mais en fait on a des populations, on l'a dit tout à l'heure, les intervenants des associations l'ont dit, qui ne parlent pas le français. C'est plus long pour expliquer nos modes et nos traditions administratives. Et donc, on a des difficultés d'accès à ces populations, à certaines populations, qui pour autant ont un grand besoin de sécurité sociale. Donc, on a besoin de plus de gens pour développer. On parlait tout à l'heure des centres sociaux. On parlait de tout ce qui participe à la cohésion sociale. Eh bien, à partir du moment où on doit développer ces centres sociaux, développer des actions
au sein de ces centres sociaux, ça nécessite plus de moyens qu'à Lille, où la culture des centres sociaux a déjà été développée, mais a été développée sur déjà une trentaine d'années, 30, 35 ans, 40 ans. Et donc, vraiment, j'insiste sur cette spécificité des organismes d'outre-mer qui doivent répondre à des objectifs de convergence de droits, qui doivent aussi répondre à des questions de rattrapage et qui doivent répondre à des défis qui sont parfois hors normes. Voilà, Madame la Présidente, je passe la parole à notre responsable action sociale. Merci, Monsieur le Directeur. Bonjour à tous et à toutes. Donc, en fait, moi, je voulais réagir sur la question de coordination entre les acteurs. D'abord, revenir sur le fait, sur l'évolution, confirmer aussi l'évolution en fait, de la structure familiale au niveau de notre territoire, à savoir l'évolution grandissante des familles monoparentales, donc une responsabilité qui repose sur le rôle de la femme mahoraise, une recomposition familiale également et des structures familiales composées d'une personne âgée et des jeunes femmes, donc un décalage d'âge qui engendre aussi des difficultés dans l'éducation des enfants. Ceci aussi contribue bien évidemment à cette évolution, à cette difficulté en matière d'éducation pour les jeunes sur le territoire. Je voulais revenir également, quand vous avez parlé de coordination, au niveau de la Caisse de sécurité sociale, nous avons un document phare, un document socle sur le territoire qui est le schéma départemental des services aux familles. Bien évidemment, l'enjeu est de travailler ensemble entre les différents acteurs, les acteurs de l'État, les acteurs des collectivités, les communes, les structures associatives qui ont toute leur place pour partager, remonter les besoins, les difficultés au niveau des territoires sur les différents axes qui répondent du coup au service des familles, dont également l'axe de la parentalité, où l'enjeu majeur ici est de coordonner les acteurs qui interviennent dans le cadre de la parentalité, un axe qui est créé par l'UDAF et la dette, bien évidemment sous l'égide de l'État, mais avec un rôle central de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte. Je confirme également les difficultés. Quand on parle de moyens, il y a les moyens financiers et il y a les ressources humaines. Globalement, ce qui se relève au niveau du schéma départemental des services aux familles, on constate également des difficultés sur des moyens financiers, puisque aujourd'hui, je dirais que la Caisse de sécurité sociale contribue vraiment à plus de 60% en tout cas des besoins du territoire sur l'action sociale. Cependant, il y a une difficulté donc de cofinancement qui est constatée et là, effectivement, il y a un gros souci puisque au niveau de nos collectivités, les communes aujourd'hui ont des difficultés à cofinancer les actions des structures associatives ou bien le département, ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que mes collègues vont le confirmer ou vont confirmer. La grosse difficulté, c'est que malgré que la Caisse de sécurité sociale amène des moyens, ben, ils n'arrivent pas forcément à réaliser leurs actions faute de cofinancement par les autres partenaires. Donc ça aussi, c'est une difficulté réelle sur le territoire qu'il faut qu'on accompagne la professionnalisation des différents partenaires sur le territoire et aussi qui engendre en tout cas un gros turnover et qui empêche du coup nos structures à être pérennes pour réaliser tout l'accompagnement envers les familles. Je vous remercie, messieurs et madame, pour ces réponses. Et donc, c'était l'association Espoir et Réussite, Monsieur le Président, qui souhaitait intervenir, je crois. Oui. Bonjour, c'est plutôt le directeur qui... Pardon, madame, je ne vous avais pas vu, je vous donne la parole ensuite. Oui, je souhaitais intervenir, notamment sur la question de la structure parentale, sur la question de la prestation sociale qu'a évoquée M. le sénateur Tani.
et aussi sur les moyens alloués aux associations. Sur la structure familiale à Mayotte, on peut dire que la famille est sur deux axes à Mayotte. Elle est sur un axe de matrilocalité où le foyer conjugal est placé sous l'égide de la mère, où le foyer conjugal est du côté de la mère. Et aussi, étonnant que ça puisse l'être, elle est aussi dans un axe de matriarcat de fait. Pourquoi je dis matriarcat de fait alors que à Mayotte, on sait tous que la majorité de la population est musulmane et la religion musulmane, ce qui prime, c'est le patriarcat. Tout ça, ça se définit dans la pratique, dans des pratiques et dans une économie des familles qui se déroule sur le territoire. La femme se retrouve seule avec les enfants, soutenue avec les membres de sa famille et de la communauté. Et l'absence passive du père n'a jamais été un problème dans notre société, puisque la mère avait la sécurité de la famille, mais aussi la sécurité de la famille au niveau économique, du fait de ces structures de matrilocalité et le soutien des institutions communautaires qui s'occupaient de l'éducation des enfants, que ce soit les chaunis, que ce soit les écoles coraniques qui étaient sur place, qui accompagnaient la mère qui éduquait ses enfants. Et cette absence de père passif n'a jamais été un problème. Et souvent, les grandes décisions sont souvent prises par la mère. En témoigne le mouvement des chatouilleuses pour que Mayotte reste dans le giron français. Cette mise en avant de la femme. Aujourd'hui, cette nomadité du père s'ajoute à d'autres phénomènes qui ont des conséquences sur le rôle et l'articulation des familles. À Mayotte, un couple sur deux est mixte, c'est-à-dire que une personne dans le couple n'est pas natif du territoire, ce qui engendre une mixité. Quand la mixité est engendrée, forcément, il faut que le couple trouve des moyens modernes, parce que la mixité engendre forcément la modernité. Il faut que la famille, le couple, trouve des moyens modernes d'éduquer leurs enfants. Et c'est souvent là que ça pêche, que les parents n'arrivent pas à trouver un équilibre. La deuxième influence est l'immigration massive. L'immigration massive de femmes qui viennent avec des enfants en bas âge ou qui viennent accoucher sans être dans une structure familiale équilibrée, parce qu'il n'y a ni la famille de la femme à côté, il n'y a ni le père, souvent, il n'y a ni les soutiens parentaux, la grand-mère, le grand-père à côté, et ce qui crée des déséquilibres et un éclatement de la famille. Dans le même temps, la modernité et la culture occidentale minent un peu plus la culture locale, qui compensait ce phénomène d'absence passive du père. Je crois sincèrement que si on avait valorisé nos pratiques culturelles, éducatives, fondées sur la solidarité qui nous sont propres, on aurait pu encaisser le choc démographique et culturel qui nous frappe aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les politiques qui sont menées au niveau de la métropole, c'est des politiques publiques qui veulent justement retourner sur la solidarité que nous, on avait comme fondement ici sur le territoire. La solidarité communautaire qui sont portées par des associations. Et aujourd'hui, ces associations-là qui sont au niveau local, il faut qu'on leur donne les moyens d'y arriver. Aujourd'hui, je prends l'exemple de notre association. Nous, on est une association, on a plus de 7 permanents, 7 salariés en CDI. On a plus de 4 personnes en contrat à durée déterminée, longue durée. Et aujourd'hui, on n'a aucune convention pluriannuelle signée avec les partenaires. Malgré le soutien de l'État, le soutien de la Caisse de sécurité sociale, le soutien des collectivités locales avec lesquelles on travaille depuis plus de 7 ans. Aujourd'hui, il est compliqué pour nous d'avoir une perspective de développement sur plusieurs années, puisque nous, notre perspective s'arrête sur une annualité qui freine notre développement.
Voilà. Et sur la question de la prestation sociale à Mayotte, je souhaitais répondre à monsieur le sénateur Tani. C'est que personnellement, nous, on préconise que les prestations sociales soient appliquées sur le territoire, toutes les prestations sociales. Aujourd'hui, on a l'avantage, parce que moi j'appelle ça un avantage, d'avoir un seul organisme de sécurité sociale qui est multibranche. On peut amener à créer une prestation unique qui regroupe toutes les prestations sociales existantes. Et il serait beaucoup plus facile de communiquer dessus, d'être plus proche de la population en ayant des relais locaux qui peuvent justement contribuer à accompagner cette mise en place d'une prestation unique qui peut regrouper toutes les prestations qu'on peut retrouver en métropole. Aujourd'hui, c'est vraiment une chance que la sécurité sociale de Mayotte soit un organisme unique. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Donc, pour une dernière réponse, je passe la parole à l'UDCSF qui avait demandé la parole. À vous, madame. Merci, Madame la Présidente. Merci, le sénateur de Mayotte, M. Tani, de nous avoir invités sur cette table ronde. Tout simplement, je vais démontrer comment nous travaillons sur le terrain par rapport aux moyens alloués sur les associations. En fait, déjà, nous avons identifié que la question de sécurité, c'est une question qui nous préoccupe sur les territoires mahorais. Donc, du moment où nous travaillons devant les établissements scolaires, nous, UDCSFM, avons mis en place un projet qui s'appelle Habitat en Action. Habitat en Action, c'est de pouvoir identifier les fauteurs de troubles et de pouvoir faire une action de prévention à la parentalité. On travaille en partenariat avec l'État, le service de l'État et certaines communes qui nous accompagnent dans leurs communes. Par exemple, on a mis en place, depuis, il y avait un décès au nord d'un jeune au nord il y a 2 ans. On a mis notre action aux Cités du Nord, on l'a mis à Kahani, on l'a mis à Tingoni, on l'a mis à Sada, un peu partout, je ne peux pas tout citer, mais on milite sur cette action-là. Et que nous, comment on fonctionne pour avoir des moyens pour pouvoir accompagner avec l'État. On a eu quelques contrats venant de la préfecture, mais il reste à travailler avec les communes. Certaines communes nous accompagnent, certaines communes ne nous accompagnent pas. Donc, c'est un sujet vraiment majeur auquel nous travaillons, nous fonctionnons avec des appels à projets. Et vous savez très bien comment ça fonctionne, les appels à projets. On répond aux appels à projets, il faut attendre encore 3 à 4 mois pour nous répondre que si on a été retenu ou pas, c'est même pas sûr, au lieu de pouvoir identifier que cette action mène des vraies actions sur le territoire et de pouvoir faire des vraies conventions avec ces associations-là pour pouvoir, par exemple, le renouveler au moins 2 à 3 ans, le maximum. On est en train de bricoler, pardon, excusez-moi du terme, mais on bricole sur nos actions, mais la volonté de la population ou bien des associations mahoraises, on est là à pouvoir trouver des solutions. Comme vous le dites, le service de l'État. L'affaire de l'insécurité, c'est une affaire de tous. On s'implique, nous, les associations, et tout le monde s'implique. Aujourd'hui, ce que nous souhaitons, merci, monsieur notre sénateur, de nous avoir associés et on pense qu'on aura des réponses par rapport à cet accompagnement. On attend juste qu'on soit accompagné parce que tout a été dit, parce qu'on est confronté à travailler avec tous les jours des nouveaux arrivants sur les territoires. Je mets en cause de rien du tout, c'est le système qui est fait comme ça parce qu'on est le seul île français qui est autour des îles qui sont à côté ou bien régionales. On est obligé de chercher la France. Mais tout simplement, nous cherchons des accompagnements, des vrais accompagnements et de pouvoir identifier quelles sont les associations qui travaillent vraiment
très lourde dans cette situation. Je vais donner un exemple. Par exemple, avec toute la violence, vous ne connaissez pas les territoires, mais M. Tani, notre sénateur, va vous expliquer. On a la commune de Mamoudzou, on a un quartier qui s'appelle Dujani, c'est à l'entrée. Tous les jours, il y avait des conflits, il y avait des caillassages de bus. On a auditionné pourquoi ils sont en train de caillasser. Ils nous ont dit, nous avons constaté, c'est une question de jalousie. Il est en train de détruire les biens tout simplement parce qu'ils voudront être à la place, mais ils n'arrivent pas à être à la place. Donc, aujourd'hui, on a mis en place ces actions qui fonctionnent très bien depuis 2021, notre association, et là, il y a eu 0 caillassage. Et je ne peux pas vous dire comment on a été accompagné. C'est difficile. Je ne dénonce pas qui ou bien qui, mais nous, associations, nous n'avons pas assez d'accompagnement pour pouvoir mener nos actions. Donc, on aimerait bien que nous, on soit accompagnés par vous, les infrastructures, les services de l'État ou bien les services de la commune, de la politique. Quand je parle de la politique, ce sont les élus aujourd'hui qui puissent vraiment se mettre ensemble pour pouvoir avancer, mais ensemble, on va y arriver. Et une seule chose, je ne sais pas si ça peut fonctionner, c'est le système de justice, comment on appelle ça, coopération régionale au niveau de justice. Ça serait vraiment bien parce que Mayotte, on sait qu'on a une seule infrastructure qui ne peut pas accueillir tout le monde. Donc là-dessus, on demande que si on peut accompagner cette coopération régionale à pouvoir travailler avec les homologues, ça serait vraiment une super idée. Donc, nous, tous les jours, comme l'a dit l'UDAF et d'autres, tous les jours, nous, on ne dort pas. On est affecté psychologiquement, les responsables des associations, je ne dirais pas moi seul, mais nous tous, on est affecté psychologiquement. Vous avez parlé des trajets. Moi, je ne parle même pas de trajets, mais de notre vie familiale en tant que responsable. On n'a pas de vie. On ne dort pas, on est réveillé comme de jour et comme de nuit. On est des éléments ciblés. Quand je dis ciblés, parce que on est les premiers à être dans le rang et ces gens-là nous cherchent. Ce sont la réelle du terrain. Et nous, on n'a même pas de vie pour vivre. Par exemple, on nous appelle, on doit chercher des moyens, on doit gérer des conflits. Donc, la parentalité, c'est une vraie question du moment où, je conclue par là, du moment où on a des naissances tous les jours. On a une classe qui se naît, même plus maintenant, plus de salles de classe qui se naissent sur le territoire, sans compter les flux massifs qui rentrent dans nos territoires. Ça, c'est un vrai sujet. Donc, on va peut-être dire qu'on va chercher des solutions d'urgence. Je demande au nom de l'UDCSFM de chercher des solutions d'urgence, de chercher des solutions à moyen terme, de chercher des solutions à court terme pour pouvoir vraiment pallier. Parce que si on continue à fonctionner dans ce système, il y aura des vraies conséquences qu'on ne pourrait pas traiter à long terme. Merci. Merci beaucoup, Madame, pour avoir parlé avec conviction et avec votre cœur aussi pour nous faire comprendre ici au Sénat la situation et la situation compliquée dans laquelle vous êtes. Vous avez tous reçu un questionnaire lorsque vous avez été conviés à participer à cette table ronde commune entre la délégation au territoire ultramarin, outre-mer, et la délégation aux droits des femmes. Ce que je vous encourage à faire, c'est éventuellement, si vous souhaitez compléter les réponses que vous nous avez apportées ce matin, à répondre à ce questionnaire, à nous envoyer vos réponses par mail. Et bien entendu, elles seront intégrées à notre réflexion. Moi, j'estime que cette table ronde organisée par nos deux délégations et le territoire de Mayotte était extrêmement
importante déjà de le faire et extrêmement intéressante à travers tous les témoignages que vous avez dont vous avez pu nous faire part. Je remercie sincèrement aussi évidemment les rapporteurs pour leur présence et la vice-présidente Victoire Jasmin pour avoir pris la présidence en attendant mon arrivée. Et le sénateur, évidemment, Mohamed Tani Mohamed Swali. À chaque fois, j'ai un problème avec les noms de famille, je fais un mélange. Donc, c'est un méli-mélo. Merci à Tani pour sa présence. Et éventuellement, mesdames et messieurs, je vous encourage, parce que vous avez évidemment un sénateur qui connaît bien votre territoire, à lui faire part de vos remontées également, comme vous allez en faire part à aux deux délégations, puisqu'il est là, bien entendu, pour répondre à vos attentes également. Donc, sincèrement, merci au nom des rapporteurs. Pardon à Tani d'avoir mélangé, mais trois pour le prix d'un, c'est compliqué. Voilà. Donc, merci à vous, mesdames et messieurs. On a compris qu'il y avait urgence. Comme le disait la rapporteure Victoire tout à l'heure, nous avons des témoignages, il y a des cris d'alerte, et ce que vous nous avez donné comme premier élément de réponse, et vos témoignages sont importants, parce que parfois, lorsqu'on connaît moins bien votre territoire, on peut imaginer que les informations qui circulent, et notamment l'appel d'air, la question très directe qui vous a été posée par Tani, est la réalité. Donc, vous avez eu le mérite de nous apporter à une question claire une réponse claire, et je vous en remercie. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une belle journée, et merci vraiment des réponses que vous pourrez compléter avec le questionnaire qui vous a adressé. Et je vous remercie au nom, bien entendu, également du président de la délégation Outre-mer, Stéphane Artano, qui rejoint son territoire et qui doit être au-dessus de l'océan à l'heure qu'il est. Donc, il prendra connaissance de vos réponses au moment du compte-rendu. Merci à tous et belle journée. Merci à vous et belle journée à vous également. Merci beaucoup. Au revoir tout le monde. Au revoir.